Comme vous le savez, depuis maintenant de nombreuses années, je n'ai eu de cesse de le dénoncer avec mes collègues maires. Ça a été repris par l'AMF dernièrement suite à l'élection du président David Lisnard, que je félicite officiellement dans ce Conseil pour sa brillante victoire, qui est celle des territoires et des maires de France. Les collectivités territoriales, aujourd'hui, sont prises dans des mâchoires d'acier, dans un étau qui ne fait que se resserrer. Cet étau est composé par sa première mâchoire, par la réalité du terrain et par toutes les charges que l'État nous transmet, sans discontinuer. La deuxième mâchoire, c'est celle de la baisse des ressources, que ce même État qui nous transfère ses propres responsabilités ne cesse d'attaquer et de faire régresser. Le dernier exemple en date est celui des dotations globales de fonctionnement, la DGF. Ce terme galvaudé donne le sentiment que l'État nous fait un cadeau. Or, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Quand l'État a commencé à transférer ses charges sur les collectivités territoriales, donc à transférer l'exécution de ses missions, il y avait un accord simple. L'État donne ses responsabilités aux collectivités et bien sûr, y affecte les crédits associés. C'est-à-dire que l'argent qu'avant l'État prélevait pour accomplir ses missions, dès lors qu'il ne les accomplit plus et que ce sont les villes qui le font à sa place, eh bien les crédits afférents étaient donc redirigés vers ces collectivités. Ces dotations globales de fonctionnement, en dépit des promesses, en dépit des affirmations et de la communication du gouvernement, n'ont fait que se réduire. Et j'en prends l'exemple encore aujourd'hui dans ce budget 2022, où il y a quelques mois, le président de la République en personne affirmait, il y a encore même quelques jours au Congrès des maires, que les dotations globales de fonctionnement non seulement ne diminuaient pas, mais avaient augmenté. Eh bien, je vous le dis aujourd'hui, la dotation globale de fonctionnement de Mandelieu-la-Napoule, qui était d'environ 400 000 € l'année dernière, est en 2022 de 0. Elle était en 2012 de 6,5 millions d'euros par an. C'est-à-dire qu'en l'espace de 6 ans, l'État nous a retiré chaque année 6,5 millions d'euros qui correspondent aux missions que nous effectuons pour son compte et lui-même ne nous paie plus. C'est-à-dire que si je devais faire un parallèle, nous allons faire l'approvisionnement d'une collectivité gratuitement sur nos frais et celui à qui nous apportons cet approvisionnement non seulement nous critique mais nous traite de dépensier. Voilà la réalité comptable française des collectivités territoriales aujourd'hui. À cela s'ajoute l'augmentation des prélèvements qui se multiplient sous des formes diverses et variées, amendes et SRU, fonds de péréquation intercommunale, contributions au renflouement des caisses de l'État qui n'ont de caisse plus que le terme, puisque je pense qu'il ne reste plus que les côtés et que le fonds a disparu depuis bien longtemps. Et donc aujourd'hui, nos territoires sont devant un véritable défi de l'impossible que nous devons relever, car nous n'en avons pas le choix. Nous devons continuer à développer nos villes, nous devons continuer à les sécuriser, et nous devons continuer à gérer les crises. Inondations en 2019, et crise sanitaire que nous avons là encore gérées pour le compte de l'État, sur nos fonds propres, et les indemnisations très tardives qui sont arrivées n'ont été que extrêmement partielles quand on compare aux 10 millions d'euros que cela nous a coûté, soit en achat de matériel, en organisation de la distribution de masques, en organisation des centres de tests, en organisation des vaccinodromes, des grands centres de vaccination, où il a fallu acheter le matériel, les seringues, il a fallu acheter les cloisons, il a fallu payer le personnel, il a fallu acheter le gel hydroalcoolique, il a fallu acheter les trousses de réanimation. Tout ça a été payé par les collectivités territoriales. Et donc cet argent, naturellement, vient être soustrait à nos ressources d'investissement. Dernière attaque en date, et non des moindres, la disparition de la taxe d'habitation, qui est un piège, qui est en fait, sans vouloir le dire, la remise sous tutelle des collectivités par l'État, par un pouvoir qui n'est plus aujourd'hui que centralisé et, je le dirais, en pesant mes mots, égocentrique. Cette taxe d'habitation qui a été nationalisée et compensée par des taxes indirectes, par des TVA des départements, etc., et compensation par l'État sous forme d'emprunt, donc d'endettement, ne sera pas maintenue. Et dans peu de temps, vous le verrez que ces ressources qui ne feront que baisser seront soumises à des conditions. Application de la politique gouvernementale, respect de la loi SRU, etc. Autant de prétextes qui seront soulevés pour réduire nos financements, pour que l'État garde l'argent et pour nous empêcher d'être indépendamment libres et gérés. C'est ça le piège de la centralisation qui ne dit pas son nom.
Et c'est ça aujourd'hui ce piège que l'on voit se profiler, qui se ressent déjà dans nos budgets. C'est pourquoi le budget 2022 de la ville de Mandelieu-la-Napoule doit être à la fois ambitieux, proactif et raisonné. Il doit être ambitieux car nous devons reprendre notre politique d'investissement et de transformation de la ville. Il en va de notre avenir. Une ville qui n'évolue pas, une ville qui ne renforce pas son attractivité, une ville qui ne met pas de moyens dans la sécurité, une ville qui ne lutte pas contre pour la résilience de son territoire contre les phénomènes des risques majeurs, où là encore nous sommes bien souvent très seuls, en dépit de l'aide très très importante des acteurs locaux de l'État. Je pense à la préfecture, je pense à la DDTM, dans une moindre mesure à la DREAL, dont j'espère bien sûr avoir des signaux positifs prochainement. Mais au niveau du financement, notre premier partenaire, c'est le département des Alpes-Maritimes. C'est pour vous dire à quel point aujourd'hui nous avons besoin de tous pour avancer. Et nous devons aussi, pour notre territoire, assurer le bien-être de nos concitoyens. Donc tous ces investissements reprennent fortement en 2022 avec des grands projets qui démarrent. Mais dans le même temps, nous devons continuer à faire face aux conditions sanitaires, avec cette 5e vague qui arrive, avec les pertes pour nos commerçants, toutes les aides que nous avons apportées, directes et indirectes. Tout cela aujourd'hui se retrouve aussi confronté aux pertes de ressources qui ont été générées. Perte de ressources du casino qui a été fermé pendant presque un an, perte de ressources des taxes de séjour. Nous avons aujourd'hui véritablement la nécessité de continuer à nous réinventer, peut-être plus qu'hier et sûrement moins que demain. C'est pourquoi le budget 2022 se veut proactif en termes d'économie. Ce n'est pas un budget de restriction, c'est un budget de responsabilité. Nous devons continuer à auditer chaque service et je vous remercie toutes et tous pour le travail remarquable que vous avez fait lors de la préparation de ce budget en tant qu'élus. Je remercie les chefs de service et je remercie les agents d'y avoir participé de manière proactive. Nous devons véritablement faire preuve de grande vigilance. Nous devons continuer à aller chercher plus d'efficacité avec moins de moyens. Nous devons investir, et c'est pour ça que nous allons initier dans ce budget un plan pluriannuel d'investissement, qui va non seulement reprendre nos grands projets, mais qui va aussi reprendre la physionomie de ce que doivent être nos services dans 5 ans. Que voulons-nous apporter comme service à la population? Quel tarif peut être fait? Comment faire en sorte de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et même de l'augmenter quand cela est possible? Toujours dans cette optique, vous le verrez, en début d'année prochaine, nous allons lancer ce que nous avions voté il y a d'ailleurs maintenant quelques mois, la mutuelle citoyenne, qui sera à la fois une source d'économie, mais également de plus grande protection pour l'ensemble de nos concitoyens. Et je pense que ce sera une avancée majeure. Je remercie d'ailleurs les élus qui ont participé, naturellement Arlette Villani, Charles Barège également, et toute l'équipe qui s'y est associée. C'est dans ces moments de grande tension, c'est dans ces moments de crise, c'est dans ces moments de doute que nous pouvons faire les plus grands bonds en avant. Parce que nous ne sommes plus aujourd'hui dans une situation où nous pouvons nous contenter de ne pas bousculer les habitudes. Nous devons faire de la rupture. Et la rupture peut être créatrice à la fois de richesse, mais également de bien-être. Et il faudra faire en sorte que ce soit le cas. Donc ce budget 2022 va nous permettre de doter notre collectivité de meilleures compétences, de meilleurs objectifs et d'appliquer une stratégie claire. C'est l'objectif premier. Et je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous pour le mettre en exécution. Notre ville, vous le savez, est un territoire qui bénéficie d'atouts exceptionnels. Nous avons un cadre de vie que beaucoup nous envient. Nous avons une sécurité optimale grâce au fonctionnement de la police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui renforce considérablement leurs collègues de la gendarmerie nationale. D'ailleurs, je remercie l'élu à la sécurité, mon cher Serge, pour cette grande efficience. Efficience qui ne comble pas, malheureusement, aujourd'hui, l'effondrement de la réponse judiciaire et la sanction qui, malheureusement, est source de chaos. Mais quoi qu'il en soit, cette présence de sécurité qui impacte lourdement, bien sûr, les finances communales, 70 agents, 7 jours sur 7, et encore une fois 24 heures sur 24, c'est considérable. Mais nous devons le faire parce que là encore, l'État n'est plus en mesure d'assurer la sécurité au nom de son devoir de puissance régalienne. C'est une charge qui nous incombe. Nous ne pouvons pas revenir dessus. Nous continuerons naturellement dans cette voie
et après les moyens de la sécurité qui ont été amplifiés, les moyens aussi de lutte contre les crises majeures avec les services techniques, et je salue mon cher Patrick, la direction générale des services techniques, avec Nassib Jaja, son directeur ici présent, qui sont là aussi des postes majeurs d'investissement et dont les agents interviendront en première ligne lors des intempéries. Là encore, beaucoup de moyens ont été déployés et beaucoup de moyens continueront à être investis. Mandelieu, c'est aussi une terre de famille, le budget de la petite enfance, premier budget de la ville. C'est une terre où on aime aussi nos seniors parce qu'il y a ce lien intergénérationnel fort. C'est un lieu de sport par nature, mon cher Patrick, parce que là aussi, nous avons un territoire dont les atouts doivent être mis en avant. Et nous avons là aussi beaucoup à faire, que ce soit au niveau des associations ou des infrastructures. Et là encore, dans ce plan pluriannuel d'investissement qui arriveront prochainement, bien évidemment, la rénovation de nos structures sportives. Donc, 2022 sera l'année de la marche en avant. Après 2 ans marqués par les crises sanitaires et par la réparation des inondations, avec un budget considérable, qui d'ailleurs dans les travaux avance à grands pas, dont j'ai grand plaisir de noter que les bâtards d'eau sont posés dans les 20 copropriétés, après 6 ans de procédures et d'efforts, 6,5 millions d'investissements de fonds publics, nous avons enfin cette satisfaction de savoir que les 20 copropriétés les plus exposées sont protégées. J'ai le plaisir aussi de vous dire que les travaux dans le collinaire de réparation des voiries, là aussi, après 2 ans et demi d'études, 4,5 millions d'euros, avancent à grands pas et seront terminés au premier trimestre. Et que dans quelques semaines, nous procéderons enfin au début des travaux de ce bassin de rétention sur le vallon de la Théoulière qui protégera le centre-ville, un bassin de rétention de 13 000 m3 qui nous permettra d'éviter les crues centenales. Mais qui n'empêchera pas, naturellement, la réalisation d'ouvrages encore plus considérables. Vous le savez, nous avons acquis les vergers de Minel, nous mettons fin à 40 ans de digression sur ce foncier, nous investissons 2 millions d'euros et les 14 hectares qui reviennent dans le patrimoine public, nous verrons l'année qui vient le lancement des études pour réaliser un des plus grands espaces d'expansion de crues de notre pays, qui se verra aussi être un très grand parc naturel interurbain connecté au Santerre et au massif de l'Estérel. Donc tout cela, c'est du concret. Mais 2022 sera également riche en réalisation avec un projet majeur, vous le savez, le Grand Capitou. Nous commençons les travaux au premier trimestre 2022. Le Grand Capitou, c'est un ouvrage considérable. C'est la rénovation complète, non pas d'une place, non pas d'un quartier, mais d'un village entier. Nous allons rendre l'âme provençale à ces espaces qui ont été trop souvent oubliés, qui sont aujourd'hui marqués par le béton, le bitume et tous les errements des années 70. Il est temps d'effacer tout cela et je suis heureux de voir que le village de mon enfance, dans 2 ans, aura retrouvé ce visage que lui ont connu nos aïeux au début du siècle dernier. Nous allons également lancer des études considérables sur notre littoral. Nous allons prochainement lancer le projet du Grand Bord de Mer, vous le savez, et avant cela, nous allons finaliser à la fois l'étude sur les berges de Siane pour les élargir et pour consolider la vue de la mer qui se connectera bientôt au littoral, mais nous allons également remanier notre trait de côte pour renforcer encore la protection de nos rivages face à la houle et pour favoriser la sortie des eaux de crue. Ouvrage considérable. Nous avons également des travaux à faire au centre-ville, puisque nous allons commencer la reprise de la place de France, avec la préparation des premiers aménagements. Et la place de France, vous le verrez, quand le projet sera dévoilé, je pense, dans quelques mois, la place de France fera sa révolution et créera cette centralité que nous attendons tous de nos voeux. Et ce sera la première pierre aussi d'un remaniement urbain de grande ampleur qui va redonner de l'identité à notre ville et qui va redonner surtout ce plaisir du cadre de vie et du bien-être à chaque citoyen. C'est important, c'est fondamental. La nature en ville, la canopée urbaine, ça ne doit pas être juste un mot ou un slogan de campagne électorale, ça doit être du concret, que l'on mesure, que l'on voit, dans lequel on vit et dans lequel on s'épanouit. Projet essentiel. Nous allons également, bien sûr, je vous l'avais dit et je vous l'annonce, je vous le répète, continuer à préserver notre ville, à manier une politique foncière extrêmement proactive. Nous avons peut-être aujourd'hui la campagne d'achat de terrain la plus offensive des Alpes-Maritimes. Je cite le service des domaines, ma chère Simone. Nous allons continuer, parce que du maîtrise du foncier dépend l'avenir. Essentiel.
requalification des voies de circulation, achat de terrain pour les expansions de crues et la résilience du territoire, et surtout pour ne plus faire d'émiettage. Aujourd'hui, les requalifications urbaines ne doivent pas être le jouet de la tentation des promoteurs et de leur appétit avide. Elles doivent être l'objet de la vision publique que nous voulons en avoir. Bien sûr, il y aura toujours de l'évolution urbaine, mais elle doit être à la fois maîtrisée, elle doit être harmonieuse, et architecturalement, elle doit être un plus pour notre ville. Il est fini le temps où nous allons subir les constructions, est venu maintenant l'ère où nous allons non seulement les maîtriser et les accompagner de manière à bâtir la ville dont nous voulons un jour pouvoir la léguer à nos enfants avec fierté. Et ça, c'est un des traits considérables aussi que nous allons continuer en 2022. Nous allons lancer également les études pour le transfert de la cuisine centrale, qui aujourd'hui se situe en plein cœur du secteur de Minel. Cette cuisine centrale, très bientôt, sera déplacée dans le secteur de la sortie d'autoroute, après la zone des Tourades, dans ces vastes étendues agricoles, pour pouvoir créer un centre extrêmement vertueux de circuits courts connectés avec tous les producteurs locaux, de manière à avoir une cuisine centrale de grande qualité, qui ne soit plus noyée dans un environnement urbain où elle n'a pas sa place, et où nous pourrons mettre en avant toutes les productions de nos agriculteurs. Ça aussi pour les enfants, ainsi que pour tous ceux qui bénéficient de ces services de plats, de portage de plats à domicile, ou pour tous ceux qui peuvent s'y restaurer, ce sera une grande avancée. Là encore, vous le voyez, c'est de la stratégie de développement. On reconcentre les zones d'activité par secteur et on libère l'espace urbain des nuisances qu'ils subissent aujourd'hui. C'est vertueux, c'est nécessaire. Nous avons également un autre sujet important, c'est la reprise en régie du port de la Rague au 1er janvier 2022. Cette reprise en régie n'a été que trop retardée et trop parasitée par des débats qui n'ont pas leur place quand on parle de responsabilité publique. Que les choses soient claires, au 1er janvier 2022, le port de la Rague sera régi par la puissance publique. Notre régie est en place, notre régie sera fonctionnelle, le personnel sera repris et il n'y aura pas lieu à avoir sur ce sujet de débat ou de nouveaux retards. Il n'y en a eu que trop, je le déplore, je peux comprendre certains positionnements, mais aujourd'hui, une chose est sûre, au 1er janvier, minuit 1, les choses seront réglées et nous lancerons sur le port de la Rague une nouvelle ère, une nouvelle dimension, une nouvelle ambition pour faire de ce port le premier de nos ports du XXIe siècle qui fonctionnera avec une cohérence parfaite sur les autres structures portuaires du bassin de notre communauté d'agglomération, avec nos propres ports sur la Siagne. Vous le savez, Bandelieu-Napoule est, en termes de capacité de place de port, la deuxième destination de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur après Marseille. Avec la communauté d'agglomération, nous sommes la première destination et nous avons presque 6500 places de bateaux sur notre ville. Nous devons aujourd'hui rentrer dans une nouvelle dimension de technologie, d'environnement, de liaison de la mer avec la terre et tout simplement avec un nouveau environnement pour le citoyen. C'est ça le but du projet que nous lancerons, bien évidemment aussi créateur de richesse pour notre ville et pour ses investissements. Nous allons également lancer l'aménagement de l'avenue de Font-Michel avec l'Eurovélo 8, aménagement qui est déjà en cours, les réseaux ont été enterrés, nous le finaliserons au premier semestre de l'année qui vient, et cet Eurovélo 8 sera une première pierre dans cette connexion cycliste des modes doux de déplacement entre le secteur de la Canardière et le bord de mer qui lui prolongera cette piste cyclable jusqu'à Cannes. Nous allons également avoir, autre point important, des réaménagements sur le boulevard Garbet, ce boulevard qui est l'entrée de ville maintenant avec la RPI, où nous allons là aussi, dans le cadre de la reprise, de la finalisation du projet Cianéo, retravailler notre entrée de ville et refaire de ce quartier des Gaveliers, bien sûr, un quartier qui sera repensé totalement en termes d'espace public et de circulation. Donc vous le voyez, nous avons beaucoup à faire. Beaucoup de travail nous attend. Nous continuerons toujours avec ce même dynamisme, vous n'avez pas le choix, et je sais que vous l'attendez avec impatience, mais ça se fera dans le détail.
de la pose des caméras à l'entretien du mobilier urbain, à la réparation du moindre petit détail, comme à la création du grand projet, Mandelieu et la Napoule sera une ville qui peut-être changera de visage, mais toujours conservera son âme. Et ça, je tiens à ce que les choses soient claires. C'est vraiment, véritablement, notre premier objectif. Voilà, mes chers amis, pour ce budget 2022, qui est un beau budget, qui est encore une fois un budget d'ambition, qui est un budget de responsabilité, mais qui, à n'en pas douter, est un budget pour bâtir l'avenir.